Cela fait 20 ans que les démons sont apparus dans le monde. Ils sont brutaux et à l'origine d'innombrables catastrophes. Un grand nombre d'humains sont devenus de la nourriture pour les démons. Pour survivre, certains humains aux corps mutés et aux pouvoirs éveillés ont commencé à se battre contre les démons. De nos jours, la profession de combattants, de chasseurs et de tueurs de démons s'est formée, et ils sont connus sous le nom de chasseurs. Pour permettre à un plus grand nombre d'humains de lutter contre les démons, des académies de formation de chasseurs ont été créées en divers endroits. Ceux qui ont le pouvoir y sont accueillis avec un statut élevé, mais notre protagoniste, Fang Shang, n'a aucun talent. Cela fait déjà 3 ans qu'il s'entraîne à l'académie, mais il n'a encore éveillé aucun de ses pouvoirs. C'est pourquoi il est considéré comme le plus faible de l'académie. Shang est actuellement attaché à la barrière, et il est furieux parce qu'il n'a pas réalisé que la remise des diplômes approchait et qu'il était encore victime d'intimidation. Soudain, quelqu'un l'a frappé avec une batte de baseball et lui a dit de manière taquine qu'il était un dur à cuire, parce que même, après avoir été battu pendant une demi-heure, il était encore éveillé alors qu'il se frappait à nouveau le visage avec une batte de baseball. L'homme aux cheveux jaunes lui a également dit qu'il n'avait pas encore éveillé ses pouvoirs, qu'il ne pouvait donc pas être chasseur et qu'il devrait redoubler l'année. Il l'appela Chen Tianyu et lui dit de ne pas penser qu'il était grand juste parce qu'il avait réveillé ses pouvoirs. Tianyu s'est excusé de manière taquine et a levé la batte de baseball pour l'attaquer à nouveau, tout en lui disant que les faibles comme lui, sans pouvoir, méritent d'être piétinés. Mais avant que la batte de baseball ne puisse le frapper, une force puissante a glissé près de lui et a projeté Tianyu et les autres hommes en l'air. Une dame a demandé à Tianyu s'il était amusant d'intimider ses camarades de classe, et leur a dit qu'ils étaient si ennuyeux. Shang sait qu'il s'agit de Ling Longyu, la présidente de leur classe et la personne la plus forte de l'académie. Elle est aussi son amie d'enfance avec laquelle il a grandi. Tianyu vous demande comment elle a osé aider cette ordure incompétente, mais elle lui dit simplement de s'en aller ou elle les tuera. Alors Tianyu, avec ses hommes, s'enfuit immédiatement en disant à Shang qu'il a eu de la chance aujourd'hui. Elle lui a coupé les chaînes aux mains et il l'a remercié de l'avoir aidé. Elle lui dit que les examens de fin d'études ont lieu dans 1 mois et qu'il n'a toujours pas réveillé ses pouvoirs, et lui demande s'il va recommencer. Il a répondu qu'il était impossible de le répéter et que son état ne le permettait pas du tout. Il y a 5 ans, les parents de Shang sont morts dans une attaque de démons et depuis, sa sœur assume la responsabilité de la famille. Pour payer les frais de scolarité de Shang, sa sœur travaille et doit vivre en calculant chaque centime. Mais aujourd'hui, il pense qu'il est impossible de faire payer sa sœur. Il t'a dit que s'il n'éveillait pas son pouvoir de chasseur, il quitterait l'académie. Mais vous avez rageusement frappé du poing sur la barrière en criant. Elle lui dit de ne pas le dire et de ne pas abandonner car il reste encore 1 mois avant les examens de fin d'études. Elle était donc sûre qu'il parviendrait à réveiller ses pouvoirs. Elle l'a prévenu que s'il ne réveille pas son pouvoir de chasseur avant l'examen de fin d'études des chasseurs, il sera un perdant incompétent pour le reste de sa vie. Il s'est rendu compte que tu étais toujours aussi franche que lorsqu'ils étaient enfants. Cependant, comme il n'y a pas de retour possible, il se battra jusqu'au bout. Plus tard, il a couru dans la rue, pensant qu'il pouvait parcourir 20 km pour rentrer chez lui. Même s'il était le plus faible de l'académie, il se demandait pourquoi il n'arrivait pas à réveiller ses pouvoirs. Il voulait devenir une élite comme toi, alors il a pensé qu'il devait doubler son entraînement. Il pensait que s'il réalisait le potentiel de son corps, il serait capable d'éveiller ses pouvoirs. Mais il s'est arrêté de courir quand les gens ont pris une autre direction en criant qu'un démon arrivait. Une petite dame s'avance en criant à l'aide, mais un énorme démon est derrière elle et la fait paniquer. Shang fut stupéfait d'horreur, sachant qu'il s'agissait du démon de classe D le plus recherché de la ville, Blade. Le démon a levé la main pour attaquer la petite dame, et il s'est immédiatement précipité vers elle. Heureusement, il l'a attrapée à temps pour éviter l'attaque du démon. Il se retourna, sachant qu'il devait être fou, car il ne pouvait s'empêcher d'essayer de sauver quelqu'un. Mais le démon les a rapidement poursuivis et l'a poignardé de sa griffe acérée, qu'il a transpercée, le faisant crier de douleur. La petite dame est choquée, mais il lui a dit de courir, et elle a promis en larmes de trouver quelqu'un pour le sauver. Le démon l'a soulevé et l'a projeté contre le mur. Il le trouvait stupide de penser qu'un simple humain comme lui pouvait être un héros. Le démon rit d'un air taquin, et il craint d'être déjà un repas à ses yeux. Mais il savait qu'il devait y avoir une possibilité de riposte. Puis le démon lui a marché dessus et l'a poussé vers le bas, brisant le sol par la même occasion. Il se demanda si c'était dû à la différence de puissance. Il se sentait si malheureux et pensait qu'il serait dommage de mourir ainsi alors qu'il n'était pas encore devenu un chasseur. Il n'était pas devenu aussi fort que toi et n'avait pas donné à sa sœur une vie meilleure. Il voulait vivre et il voulait vaincre Blade. Il continuait désespérément à crier le mot « tuer ».
C'est ainsi qu'il a éveillé un fort désir de tuer avant de mourir, et qu'il a déclenché la condition cachée pour fusionner avec le tueur de démons. La voix lui dit que sa vie touche à sa fin, et lui demande s'il souhaite fusionner avec la tueuse de démons. Il paniqua et demanda où il se trouvait, qui parlait, et ce que cela signifiait de fusionner avec la tueuse de démons. Soudain, une main lui saisit le bras et se lève pour toucher son visage. C'est alors que de nombreuses mains aux ongles acérés l'ont saisi, le laissant choqué et confus, se demandant si cet endroit était une sorte de vie après la mort. La voix l'avertit du danger et lui dit qu'il ne lui reste que 10 secondes à vivre. Elle lui demanda à nouveau s'il souhaitait fusionner avec la tueuse de démons. Il a crié en retour, demandant s'il avait encore le choix. Il savait qu'il n'y avait qu'une seule chance, et il tendit son doigt vers l'énorme griffe. Lorsque leurs doigts se sont rencontrés, la voix lui a dit que la fusion était réussie, et il avait acquis le pouvoir du tueur de démons. À l'extérieur, son corps commence lentement à se transformer, et une puissante lumière rouge émana de lui, faisant tomber le démon qui lui marchait dessus. Le démon est choqué de le voir se former, des griffes acérées et des yeux de démon. La voix l'informa que la forme de tueuse de démons avait été activée. Il ne pouvait pas croire qu'il était devenu un démon, mais il avait l'impression que son cerveau s'était ouvert, et il savait qu'il risquait de s'évanouir à tout moment. Cependant, la lame démoniaque s'élança vers l'avant pour l'attaquer, et une voix lui ordonne de tuer continuellement l'ennemi. Le démon à lame a levé la main avec la lame pour l'attaquer, mais il a simplement saisi la lame, l'a soulevée, et a jeté le démon au loin. Le démon se heurta violemment au mur, et il apparaît rapidement devant le démon, l'empoignant par le cou, le plaquant au sol, et l'a traîné avec force, brisant le sol par la même occasion. Il l'a ensuite frappé durement contre le mur, lui faisant cracher du sang et grogner de douleur. Le démon tenta de lui trancher la tête, mais il se baissa pour l'éviter et pointa son poing, en lui disant qu'il était trop lent. Il donna un coup de poing au visage du démon, l'envoyant voler et s'écraser contre le mur. Les spectateurs n'arrivaient pas à croire qu'un démon était vaincu par un autre démon. Il entend les gens et les regarde, ce qui fait sursauter les hommes qui crient que c'est fini. Il entendit la voix qui lui disait de tuer les humains qu'il avait vus. Et il se rendit compte que cette voix étrange provenait à nouveau de sa tête. La voix ne cessant de l'inciter à tuer les humains, il dit aux hommes que s'ils ne veulent pas mourir, ils doivent sortir de là. Les hommes se sont immédiatement enfuis, et il a juré que même après avoir fusionné avec la tueuse de démons, il garderait son humanité. Le démon lança une attaque derrière lui, mais il se retourna rapidement avec son poing, disant qu'un poing devait être utilisé contre l'ennemi, et il a frappé le cœur du démon. Le démon se dissout lentement dans l'air, et la voix lui dit qu'il a tué la lame démoniaque, et qu'il a donc pillé la capacité de son adversaire, l'épée de main. Il a demandé si, lorsqu'il tuait un ennemi, il pouvait piller sa force de frappe, et si cela signifiait devenir plus fort en tuant et en pillant. Il savait qu'il avait essayé tant bien que mal d'éveiller ses capacités, mais rien ne semblait fonctionner. Cependant, lorsqu'il a fusionné avec la tueuse de démons, il a débloqué sa première capacité en tuant des ennemis. Soudain, la forme de la tueuse de démons s'éloigna lentement de lui. Et la voix lui dit que le désir de tuer s'était dissipé et que sa forme humaine était rétablie. Il réalisa qu'il semblait que lorsqu'il ne pensait pas à se battre, il reprenait sa forme humaine. Il savait que le bruit de ce combat était fort et que des chasseurs l'entendraient sûrement. S'il découvrait le secret de la tueuse de démons, il serait arrêté pour recherche. Il a donc dû sortir de là parce qu'il ne pouvait pas révéler son identité. Plus tard, dans une banlieue de la ville de Dongju, il arrive dans leur rue, se dirige vers leur appartement, et a ouvert la porte en disant à sa sœur qu'il était de retour. Sa sœur lui a demandé ce qui lui avait pris tant de temps et a paniqué, courant vers lui lorsqu'elle a remarqué qu'il était blessé. Il a dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter parce qu'il allait bien et qu'il avait été attaqué par un démon sur la route, mais heureusement, il a pu s'enfuir. Ses vêtements ont tout de même été déchirés. Il était heureux que ses blessures guérissent automatiquement après sa fusion avec la tueuse de démons. Sa sœur lui dit en pleurant qu'il doit être prudent et ne pas oublier que leur mère et leur père ont été tués par un démon alors qu'ils rentrèrent du travail. Il a dit à sa sœur qu'il savait et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Elle soupire et essuie ses larmes, lui disant qu'il ne devrait pas parler de ces choses tristes et qu'elle lui préparera le dîner. Il remercie gentiment sa sœur et entreprend de se laver. Après avoir fait le ménage, il a été choqué de voir la nourriture sur la table et a crié avec enthousiasme qu'il s'agissait d'un ramen au bœuf résistant. Sa sœur lui a dit de manger rapidement, et il lui a demandé ce qu'elle avait mangé. Elle répond maladroitement qu'elle a mangé quelque chose à la supérette où elle travaille. Le mettait en colère. Il a dit à sa sœur qu'elle lui laissait toujours la nourriture coûteuse, et qu'elle ne pensait pas à elle. Il lui a demandé si elle ne pouvait pas s'occuper d'elle-même parce qu'il ne le voulait pas. Mais sa sœur s'est contentée de pleurer en silence,
et de lui dire qu'elle le ferait volontiers parce qu'il est son vrai frère. Il est sa seule famille, et il est la seule personne à laquelle elle tient dans ce monde. Il a fait claquer ses baguettes sur la table et s'est montré confiant. A dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter car il gagnerait de l'argent à partir de maintenant et il changerait leur maison pour lui donner une vie meilleure. Il a ensuite regardé sa sœur avec confiance, les yeux pleins de larmes, et elle lui a dit qu'il pouvait le faire, et qu'elle croyait en lui, le faire sourire. Elle lui demande de continuer à manger parce qu'elle va s'occuper de ses tâches ménagères. Puis elle est allée dans la cuisine et s'est réjouie de constater que Chang semblait plus mûr qu'avant, et qu'il avait l'air de vraiment grandir. Elle espère qu'il pourra obtenir son diplôme et devenir un chasseur qualifié. Plus tard, il a consulté son téléphone et a vu que c'était le week-end demain. Il compte donc profiter de ce congé pour chasser les démons et gagner de l'argent. Il s'est connecté au logiciel officiel du syndicat des chasseurs, car il pouvait y trouver des informations sur divers démons recherchés. Il a remarqué que le parc de bureaux situé à 10 km était une bonne cible, car il s'agissait de démons de classe E, et il pouvait gagner 3000 yuans pour chacun d'entre eux. Il pensait qu'il serait beaucoup plus facile de se battre avec les capacités de la tueuse de démons. Cependant, tuer des démons sous la forme d'une tueuse de démons était comme une bombe à retardement, car elle essayait toujours de contrôler son esprit comme un parasite. S'il ne l'utilisait pas correctement, il pouvait prendre le contrôle de son corps. Après réflexion, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de facile dans ce monde. Mais il s'en moque, car tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille. Par contre, dans la scène précédente, un homme avec des chercheurs était partout, et l'homme a demandé à l'autre homme s'ils avaient vérifié les caméras du quartier. L'autre homme répond que lorsque la lame démoniaque est apparue, les caméras du quartier ont été endommagées, ne laissant aucun indice. L'homme ordonne à l'autre homme de recueillir des témoins et d'enquêter sur les indices, car ils doivent découvrir qui a tué la lame du diable. L'autre homme a répondu par un oui. Il pensait qu'un chasseur ordinaire ne pourrait pas vaincre une lame démoniaque de classe D, et d'après les traces de la scène de combat, il était très probable que l'autre partie soit également un démon. Le lendemain, il est entré dans le lieu détruit et a remarqué qu'à l'improviste, l'endroit où les employés de bureau avaient l'habitude de travailler était devenu ainsi. Il était occupé à marcher sans remarquer les démons derrière lui. C'est alors qu'il aperçoit le corps d'un chasseur, qui ne semble pas mort depuis longtemps. Il a vu des blessures creuses dans la cage thoracique, indiquant que les organes internes avaient dû être dévorés par des démons. Il sentit alors une aura dangereuse derrière lui. Il a donc immédiatement regardé en arrière et a vu des démons tenant différentes armes. Il était soulagé que les démons pieuvres de classe E soient enfin apparus, sachant que ce genre de démon parasite sur les cadavres humains est assez difficile à gérer. Le démon pieuvre sauta vers lui pour l'attaquer, mais au moment de l'attaque, Il a sauté à temps pour l'éviter et s'est éloigné d'eux. il réalisa qu'après avoir fusionné avec la capacité de tueur de démons, même sous sa forme humaine, il pouvait facilement manœuvrer son corps et contrôler l'aura démoniaque. Le démon pieuvre courait vers lui, et la voix disait qu'il avait détecté l'attaque de l'ennemi, de sorte que la capacité d'épée de la main était automatiquement activée. Cela le surprit, car c'était comme un programme d'intelligence artificielle. Il a ensuite abattu l'un des démons avec sa lame pour tester la puissance de ses épées de poing sous forme humaine. La pieuvre entaillée poussa un grognement de douleur et laissa échapper une grande quantité de sang. Ensuite, 2 autres démons sautèrent vers lui pour l'attaquer, mais il les trancha rapidement avec sa lame. 1 minute plus tard, les 3 démons pieuvres furent tués, et il réalisa qu'il n'était pas possible de piller un monstre pieuvre. Il semblait qu'il n'y avait aucun intérêt à tuer des démons de classe E, mais il a senti le sol trembler de façon incontrôlée et s'est demandé ce qui se passait. Il vit une nuée de démons pieuvres tenant différentes armes devant lui, réalisant qu'il s'agissait d'une embuscade, et que ces 3 démons pieuvres n'étaient qu'un appât. Les pieuvres bondirent vers lui pour l'attaquer, et il remarqua qu'elle semblait interminable. Il utilisa sa lame pour trancher la pieuvre qui l'attaquait, et se rendit compte qu'il y avait des démons derrière lui. Il les trancha rapidement avec sa lame, mais il s'aperçut qu'ils étaient encore très nombreux, et il craignit d'être tombé sur le nid du démon pieuvre. Sans autre choix, il trancha les démons qui se trouvaient près de lui, attaquant chacun d'entre eux avec sa lame. Cependant, il ne pouvait pas suivre longtemps car il n'était que de classe E, et s'il ne se transformait pas en tueur de démons après tout, il serait facilement encerclé et tué. Il est donc parti en trombe, tandis que les pieuvres le poursuivaient, mais des tentacules ont surgi du sous-sol et ont saisi l'un de ses pieds. Il poussa un juron de frustration alors qu'il était coincé sur place. Le démon de classe D, pieuvre sage, rit et se moque de lui en lui disant qu'il devrait en voir lequel d'entre eux sera pris dans le piège. Déçue, la pieuvre sage lui répondit qu'elle n'était qu'une petite crevette et qu'elle n'avait même pas de quoi tenir entre ses dents. Il fut stupéfait d'horreur,
réalisant qu'il s'agissait d'un démon de classe D, mais que son aura était bien plus forte que celle des lames. La pieuvre sage ordonna à ses pieuvres de le mettre en pièces et elles l'attrapèrent. Il se rend compte que si cela continue, ils le mangeront tout cru, mais il a ensuite entendu la voix répéter qu'il fallait tuer l'ennemi. Les pieuvres l'entourent, mais il a découpé les pieuvres en morceaux lorsqu'il s'est transformé en tueur de démons. Il cria à la pieuvre sage que puisqu'il avait été forcé d'utiliser cette maudite transformation, la pieuvre sage devait ressentir la douleur intense d'être tué. Il a commencé à attaquer les pieuvres autour de lui, tandis que la pieuvre sage a trouvé intéressant qu'un humain puisse se transformer en démon. Il pensait malheureusement pouvoir combattre quelques démons ordinaires de classe E pour gagner de l'argent, mais il ne s'attendait pas à ce que la tâche soit aussi ardue. La pieuvre sage lui dit en riant qu'elle a gagné un corps de démon mais qu'elle ne comprend pas ce que cela signifie, la comparant à une fourmi vivant dans ce corps. Il rétorqua avec colère qu'un démon comme la pieuvre sage, qui se croyait au-dessus du monde, ne pouvait pas comprendre à quel point il était difficile pour un être humain de survivre. Il sauta alors vers Pieuvre Sage et lança sa lame tout en se demandant comment elle pouvait comprendre, en tant que démon, les luttes d'un humain. Il attaque sans relâche la Pieuvre Sage ligotée, mais celle-ci se libère sans effort, en disant qu'il n'était pas mauvais parce qu'il connaissait quelques trucs. Mais il était trop lent. La Pieuvre Sage l'a alors enserré dans ses tentacules, lui disant avec taquinerie qu'elle l'avait attrapé. La Pieuvre Sage déclara son intention de détruire les doubles épées dont il était si fier et de voir comment il se battrait sans elles. Il a utilisé ses tentacules pour démanteler ses lames, ce qui l'exaspérait, car une fois l'épée détruite, elle ne pouvait plus être utilisée pendant un court laps de temps. La Pieuvre Sage lança un barrage incessant d'attaques avec ses tentacules, le narguant sur le fait que les faibles ne méritaient que d'être ravagés, illustrant ainsi la dure réalité. Il fut projeté durement contre un monticule de pierre et réalisa que la Pieuvre Sage était plus intelligente que la lame qu'il avait combattue auparavant. Il était plus prudent et excellait dans les combats à mi-chemin plutôt que dans les affrontements frontaux. Il savait qu'il devait identifier ses faiblesses et le vaincre. La Pieuvre Sage a levé sa canne, lui demandant ce qu'il pensait et où était passée son arrogance. Puis il a balancé sa canne avec force, frappant le sol. Il sauta à temps pour l'éviter et remarqua que les yeux de la pieuvre étaient nada doux, ce qui indiquait qu'ils étaient peut-être son point faible. Il a pensé que jeter du sable dans ses yeux pouvait être un moyen de lutte efficace. Même si c'était une tactique simple. Bien qu'elle ne soit pas très brillante, elle pourrait fonctionner contre Wise Octopus. Il lance du sable en direction de la Pieuvre Sage et touche son œil, ce qui a amené le démon à le traiter de bâtard avec colère. Il lui a dit que face à un tel démon, il devait s'en occuper par tous les moyens. Puis il lui donna un coup de poing, ce qui lui fit pousser un cri de douleur. Il leva la tête, criant qu'il était blessé et qu'il devait se débarrasser de ce maudit corps. Il se demanda comment elle pouvait séparer le cerveau de son corps, mais il a saisi la lance et l'a balancée vers l'arrière pour générer de la force, tout en lui disant de ne pas s'enfuir. Il lança ensuite la lance dans la tête de l'animal, qui poussa un cri de douleur. La Pieuvre Sage se dit qu'elle a eu de la chance que son cerveau ne soit pas complètement détruit et qu'il lui faut faire le mort pendant un certain temps pour retrouver sa vitalité. Ensuite, la Pieuvre Sage a traité Chang d'humain stupide dans son cerveau et lui a dit d'attendre qu'elle le tue. Chang savait qu'il ne devait pas baisser sa garde, même avec un ennemi déchu, et qu'il fallait s'en occuper correctement. Il brandit la lance sans arrêt, ce qui fait hurler de douleur la Pieuvre Sage, qui le traite de fou. 1 minute plus tard, la Pieuvre Sage disparaissait, et la voix lui disait qu'il avait tué la Pieuvre Sage, et qu'il avait donc pillé la capacité de l'adversaire, Tentacule. Il trouva cette capacité étrange, mais réalisa qu'elle pouvait être utilisée pour combattre les ennemis, ou comme corde pour grimper plus haut lorsqu'elle était étendue. La voix l'avertit alors que le désir de tuer s'était dissipé, et il reprit sa forme humaine, tandis que la forme de tueuse de démons disparaissait peu à peu. Il sentait que son corps lui faisait mal parce que la tueuse de démons n'avait pas déclenché la capacité d'auto-guérison de son corps cette fois-là. Il savait qu'il n'était pas facile de gagner. Mais heureusement, il avait tué une pieuvre sage de D-rank, qui devait valoir bien plus qu'une pieuvre normale. Plus tard, les gens dans la rue ont été choqués de voir quelque chose. Et certains ont même vomi parce qu'ils l'ont vu tenir une pieuvre malodorante dans son dos. Il s'en fichait parce qu'il était occupé à penser qu'il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas économiser sur les frais de transport, parce que le corps de la pieuvre sage était vraiment lourd. Sinon, il aurait pu prendre un taxi, mais il arriva à destination, pensant, s'il ne se trompait pas, que c'était la guilde des chasseurs qui recevrait la prime. Il entre dans le bâtiment du syndicat des chasseurs, et constate qu'il est bondé de chasseurs de primes professionnels. Quelqu'un, derrière lui, remarqua la tête sur son dos,
qui ressemblait à un démon de classe D, la pieuvre sage, un nom qu'il avait entendu. Il se rendit compte qu'il s'agissait de l'inspecteur du syndicat des chasseurs et qu'ils étaient en train de discuter de lui. L'un des hommes demanda comment un étudiant apparemment sans pouvoir avait pu tuer un démon de classe D, et l'homme chauve répondit qu'il avait dû voler la proie de quelqu'un d'autre. Chang a demandé si les étudiants ne pouvaient pas combattre les démons, et l'homme a répondu que puisqu'il était si sûr de lui, il devait le prouver en montrant son permis de chasse. Il se souvient que, selon les règles de l'Union, les inspecteurs ne sont pas autorisés à examiner les licences d'autres personnes. Il savait que ces deux types cherchaient simplement à compliquer les choses. Les deux hommes sautèrent tôt pour l'attraper, criant qu'il avait paniqué et que le monstre qu'il tenait devait être une proie volée et qu'il devait s'en emparer. Cependant, il saute rapidement en arrière pour éviter l'emprise des hommes, et les spectateurs remarquent qu'une bagarre semble se préparer. Un vieil homme dans la foule remarque que Chang porte une lourde charge, mais qu'il est capable d'esquiver les deux hommes qui le bloquent, ce qui l'amène à penser que Chang n'est pas un étudiant ordinaire. Le chauve l'a traité de bâtard et s'est approché de lui en lui demandant comment il avait osé s'échapper. Lorsque l'homme a tenté d'attraper sa proie, Chang a tenu la main de l'homme et lui a donné un coup de poing au visage. Et l'homme s'écroule sur le sol. L'autre homme a essayé d'attaquer par derrière, mais Chang esquive facilement l'attaque et saisit la main de l'homme et l'a projeté sur le sol. Les badauds ont applaudi cette initiative, mais se sont inquiétés de ce que Chang puisse avoir des ennuis. Le vieil homme cria alors que le combat était terminé, et le vice-président du syndicat des chasseurs, Yu Tai, s'avança. Il a dit aux inspecteurs qu'il avait été témoin de tout ce qui s'était passé, et qu'il avait reconnu que le gamin aux cheveux noirs avait le pouvoir de tuer un démon de classe D. L'inspecteur insiste bruyamment sur le fait que Chang cause des problèmes, et que des mesures doivent être prises. Il a également accusé Chang d'être indiscipliné au sein du syndicat des chasseurs. Chang reste silencieux, observant calmement la situation. Tai a dit aux inspecteurs qu'ils n'avaient pas Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas voir les points forts des autres et qu'ils étaient prompts à chercher les ennuis. Il leur a demandé comment ils avaient osé envisager de signaler l'incident. L'homme chauve a tenté de raisonner, mais Tai les a informés qu'il n'y avait pas d'excuses, et qu'ils étaient tous les deux renvoyés parce que le syndicat des chasseurs ne tolérait pas les imbéciles. Les deux inspecteurs sont partis, vaincus et en pleurs. Tai lui a dit qu'il était très habile et a supposé qu'il devait avoir des capacités de chasseur exceptionnelles. Chang répondit tristement qu'en fait, il ne possédait aucune capacité de chasseur, conscient qu'il ne pouvait pas révéler sa capacité de tueur de démons à des étrangers. Cette révélation a choqué les gens autour d'eux, qui n'arrivaient pas à croire qu'un individu sans pouvoir avait battu deux hommes forts en portant une lourde charge. Ils le soupçonnent de cacher quelque chose, mais Tai a simplement souri et l'a assuré qu'il le croyait. Tai leur proposa de partir, car il emmènerait Chang réclamer la récompense. Chang remercie le vice-président, laissant les gens derrière lui dans l'incrédulité d'avoir été reçus personnellement par le vice-président Yu Tai. Plus tard, Chang a déposé la pieuvre sage, et la dame se présente comme Zayo Nan, l'officier de l'Union chargé de l'échange des primes. Chang est stupéfait par les pouvoirs télékinésiques de Nan, qui lui permettent de manipuler facilement de lourds cadavres. Tai l'informe qu'à l'avenir, il devra se rendre directement auprès de Nan s'il veut toucher la récompense, sans avoir à faire la queue. Tai s'est alors amusé à dire que Nan était toujours célibataire, ce qui l'a poussé à demander timidement au vice-président ce qu'il voulait dire. Chang remercia maladroitement Tai et déclara qu'il n'avait manifestement pas de capacité spéciale, n'étant qu'un étudiant ordinaire. Cependant, il a été déconcerté lorsque Tai a exprimé son appréciation pour lui, mentionnant qu'ils étaient de la même espèce. Tai révéla qu'il n'avait pas les mêmes capacités de chasseur que Chang, mais qu'il avait travaillé dur. En améliorant ses aptitudes physiques, en apprenant à se battre et en devenant expert dans forge, il avait surpassé la plupart des chasseurs, ce qui a conduit Chang à trouver extraordinaire l'ascension de Tai au poste de vice-président. Nan expliqua que la récompense calculée pour la pieuvre sage de classe D était de 100 000 yuan, tandis que la récompense pour 10 monstres pieuvres de classe E était de 30 000 yuan, avec une prime d'encouragement supplémentaire de 10 000 yuan. Au total, la somme s'élevait à 35 000 yuan, qui avaient été transférés sur la carte bancaire de Chang, le laissant abasourdi. Chang la remercie joyeusement, reconnaissant d'avoir gagné autant d'argent pour la première fois. Tai a proposé de lui apprendre quelques mouvements lors de sa prochaine visite, étant donné que les compétences de Chang étaient encore rudimentaires. Chang remercia Tai pour son offre, tandis que Nan pensait à l'ennui des hommes, toujours concentrés sur le combat et l'entraînement. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel était le type de Chang, car elle le trouvait plutôt beau. Chang a regardé sa carte, pensant que Tai était un aîné talentueux dont il pourrait s'inspirer à l'avenir.
Mais pour l'heure, le plus important est de rentrer chez lui et d'informer sa sœur que son jeune frère, dont elle attendait beaucoup, a gagné de l'argent. Plus tard, il a marché d'un pas joyeux. Il soulève sa carte bancaire avec excitation. C'était la première somme d'argent importante qu'il gagnait et il savait que sa sœur serait folle de joie lorsqu'elle l'apprendrait. Mais sa joie est brusquement interrompue lorsqu'il remarque des personnes rassemblées autour d'un écran de télévision en train de regarder les nouvelles. Il a été choqué d'entendre parler d'une vidéo récente qui est devenue virale sur Internet, décrivant un combat entre deux démons, dont l'un a été surnommé le Seigneur des démons par les internautes. Il se demandait avec anxiété s'il s'agissait de la vidéo de son précédent combat contre le démon de la lame et qu'il avait mise en ligne, d'autant plus qu'elle avait fait la une des journaux. Le journaliste à l'écran mentionne qu'ils ont interviewé le chef adjoint du département des chasseurs de démons, Lone Wolf, au sujet de l'incident. Lone Wolf a averti le public que les démons n'étaient jamais des créatures amicales et qu'il fallait être prudent. Il s'est engagé à ce que leur département se consacre à la traque du Seigneur des démons et à sa condamnation à mort. Shank fixe l'écran d'un air déterminé, tout en entendant les gens autour de lui discuter de la vidéo. Certains ont indiqué qu'ils avaient entendu dire que le démon bleu, connu sous le nom de Seigneur des démons, avait combattu d'autres démons pour sauver des humains, tandis que d'autres se demandaient comment un démon pouvait sauver un humain, suggérant que si les démons aidaient vraiment les humains, ils devraient plutôt être considérés comme des héros. Il continua à marcher devant la foule, réalisant que sa transformation avait déjà attiré l'attention et que la célébrité n'était pas quelque chose qu'il souhaitait. Il ne pouvait pas se permettre de révéler sa véritable identité, car cela lui attirerait sûrement des ennuis. Quelques minutes plus tard, dans la banlieue de Dongju City, il ouvrit la porte de l'appartement avec empressement, annonçant son retour et s'enquérant du délicieux repas que sa sœur avait préparé. Elle l'accueille avec inquiétude, lui annonce une nouvelle importante et lui montre son téléphone. Elle avait vu sur Internet la vidéo d'une créature appelée le Seigneur des démons, qui l'invitait à la prudence sur le chemin du retour. Il soupire de frustration, réalisant que même sa sœur est tombée sur la vidéo. Néanmoins, il l'a rassurée en lui disant de ne pas s'en inquiéter, et affichait fièrement sa carte bancaire, révéler les 140 000 yuans qu'il a gagnés en chassant les démons. Elle a été choquée par le montant et lui a demandé s'il avait réveillé ses pouvoirs de chasseur. Il a répondu « J'aime bien ça !» Et elle s'inquiète de son bien-être, reconnaissant le danger de combattre des démons et d'imaginer les souffrances qu'il a endurées. Il a dit à sa sœur qu'il allait bien et qu'elle n'avait qu'à prendre l'argent. Elle a accepté et lui a dit qu'elle avait utilisé cet argent pour rembourser leurs dettes, car après la mort de leurs parents, ils avaient emprunté beaucoup d'argent à leurs proches. Il demande à sa sœur si elle sait quel démon a tué leurs parents à l'époque, et elle a tristement répondu que cela a toujours été un mystère. D'après les informations laissées sur place, le tueur était un mystérieux démon en forme de flamme. Après avoir brûlé leurs parents et d'autres personnes dans la rue, il a disparu de la ville de Dongju et on ne sait toujours pas où il se trouve. Puis elle lui a dit que c'était tout ce qu'elle savait, ce qui lui a fait penser que ce démon semblait être autre chose. Il s'est juré que lorsqu'il serait assez fort, il se vengerait. Il pense également qu'un chasseur expérimenté comme Jutai, de l'Union des chasseurs, pourrait connaître la vérité, et qu'il doit donc lui rendre visite dès qu'il en aura l'occasion. Mais sa sœur lui a alors pris le visage, et lui a dit qu'il n'avait pas encore la force de se venger, et qu'ils devaient simplement vivre en paix ensemble. Il a répondu timidement qu'il le savait. Le lendemain, à l'académie des chasseurs de Dongju, il courait vite et se rendait compte qu'il était en retard. Il avait été tellement occupé à gagner de l'argent hier qu'il avait oublié qu'il avait cours aujourd'hui. Il se précipite dans le couloir, croisant d'autres élèves, et ouvre immédiatement la porte de sa classe. Il a entendu ses camarades de classe parler d'une vidéo récente d'un seigneur démon qui était devenu très populaire. Certains d'entre eux pensaient que le démon bleu était courageux, et un démon qui sauve les humains avec un sens de la justice peut être appelé un seigneur démon. Il s'assit sur sa chaise, pensant que même ses camarades de classe le savaient, et il sentit que sa vie était fatiguée. Il cria dans son esprit qu'il n'était vraiment pas un seigneur démon. Soudain, tu es apparu à ses côtés et tu lui as dit qu'il avait changé parce qu'il semblait être un peu plus fort que les 2 derniers jours. Il lui a dit en riant qu'elle devait se faire des idées, mais il pense que tu as une intuition très fine. Tianyu rit et leur dit que les tourtereaux discutaient tôt le matin. Tu as dit à Tianyu qu'elle pensait que la leçon qu'elle lui avait donnée l'autre jour était légère, mais il vous a arrêté en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de s'en préoccuper parce que ce n'était qu'un Golden Retriever. Tianyu s'énerve et lui dit qu'il a l'air d'avoir la mort sur le visage. Tianyu lui jette alors le bol de ramen en lui disant de ne pas penser qu'il ne le battra pas juste parce que tu es là. Le bol de soupe chaude vole vers lui, mais il l'attrape facilement d'une main, en disant à Tianyu qu'il est à l'académie des chasseurs depuis 3 ans.
Puis il a rapidement claqué le bol chaud au visage de Tian Yu, en lui demandant s'il pensait toujours que lui, Fang Chen, pouvait être intimidé. Puis Tian Yu s'est effondré sur le sol. Tian Yu lui a demandé avec colère s'il ne le prenait pas au sérieux. Tian Yu courut vers lui pour l'attaquer, lui demandant comment un incompétent sans aucune capacité osait le combattre et qui lui donnait ce courage. Mais il esquiva facilement l'attaque de Tian Yu et lui demanda avec taquinerie si c'était toute la vitesse qu'il avait. Tian Yu le regarda avec colère. Mais il donna un coup de pied dans l'estomac de Tian Yu avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau, envoyant Tian Yu dans les airs. Tian Yu était confus et se demandait comment c'était possible et d'où il tirait sa réaction et sa force. Il a dit à Tian Yu qu'aujourd'hui était différent du passé et que lorsqu'il avait l'habitude d'intimider les autres, il aurait dû penser au jour où il en paierait le prix. Ses autres camarades de classe furent choqués et demandèrent s'il s'agissait toujours de l'ancien Fang Chen, car ce dernier était si puissant à présent et Tian Yu le méritait. Yu, qui avait été témoin de tout, savait qu'en théorie, même si Chen s'entraînait en privé et apprenait des techniques de combat, il ne pourrait pas battre Tian Yu. Elle remarqua que les coups de poing et de pied de Chen étaient puissants, ce qui l'amena à se demander si Chen n'avait pas éveillé une sorte de capacité de renforcement du corps. Soudain, quelqu'un a crié que les combats avaient assez duré. Et le tuteur de l'Académie des chasseurs a dit à tout le monde de le suivre à l'extérieur, car l'Académie organisait un test de chasse aux démons aujourd'hui. Les élèves ont été choqués d'entendre cela et ont demandé à leur tuteur s'ils devaient faire face à un vrai diable. Puis Tian Yu, qui avait été battu, a crié à Chen qu'il ne le laisserait jamais partir. Et que cette fois-ci, il avait été imprudent et qu'il ne serait pas un homme s'il ne se vengeait pas. Chen se contenta de regarder Tian Yu, pensant que ce dernier était vraiment méchant, mais qu'il était un adversaire coriace. Dès qu'il en aurait l'occasion, il devrait s'en débarrasser. Plus tard, sur la montagne de l'académie, le tuteur leur a dit d'écouter et qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps pour l'examen de fin d'études des chasseurs. Pour stimuler leur potentiel et obtenir de bonnes notes, l'académie a organisé une épreuve de chasse aux démons. Ils devaient affronter un démon de l'herbe de classe F à l'arrière de la montagne, et s'ils le tuaient, ils pouvaient absorber l'essence de son cadavre, ce qui avait pour effet de stimuler leur potentiel. Les élèves ont dit avec enthousiasme que la puissance de combat des démons de classe F était à peu près la même que celle des bêtes sauvages, et qu'ils pouvaient donc en combattre 10, mais qu'ils trouvaient cela trop facile. Tian Yu dit fièrement à ses camarades de ne pas se mesurer à lui pour les démons, car toutes les récompenses lui revenaient. Vous avez demandé à Chen ce qu'il pensait de l'épreuve, et il a répondu que ce n'étaient pas les démons de classe F qui étaient dangereux, mais les élèves qui s'affrontaient. Ils devaient donc être prudents. Le tuteur les a informés que le lieu de l'examen était ouvert et qu'ils devaient entrer dans l'ordre. 2 grands hommes ouvrirent la porte de la montagne, et Tian Yu et son groupe se précipitèrent à l'intérieur. Tian Yu demanda à ses compagnons de rester vigilants, car il voulait s'assurer de toutes les ressources. Les autres élèves ont suivi le mouvement. À l'intérieur, ils découvrent des squelettes sur le sol. Et vous avez demandé à Chang ce qu'il y avait d'intéressant dans les os des morts. Chang a expliqué que les démons de l'herbe de classe F sont généralement très faibles et ont du mal à tuer les humains. Cependant, ils entendirent un fort grognement au loin, ce qui fit comprendre à Chang que les démons approchaient. Vous avez trouvé cela inhabituel et vous vous êtes demandé si les démons étaient déjà là. Soudain, les démons les encerclent et elle demande à Chang de se cacher derrière elle car il ne peut pas faire face à autant de démons de l'herbe. Mais Chang a insisté pour agir, la laissant choquée et confuse. Il commença à attaquer les démons de l'herbe devant eux en utilisant uniquement ses poings. Cependant, il a remarqué que les démons de l'herbe vous attaquaient par derrière. Il s'est donc empressé de courir à son secours et de les repousser. Il vous a demandé de surveiller ses arrières, ce qui l'a amené à se demander s'il était toujours le même Feng Chang soumis. Chang continuait d'abattre les démons d'herbe proches avec agilité, pensant que comparé à la lame et à la pieuvre qu'il avait rencontrée plus tôt, ces démons d'herbe de rang F étaient bien plus faibles. Vous lui avez demandé comment il était devenu si fort en quelques jours, en remarquant qu'il semblait complètement différent. Chang lui répond que les gens changent et qu'elle ne devrait pas s'y attarder. Tout d'abord, il devait absorber l'essence laissée par les démons de l'herbe. Au fur et à mesure qu'ils absorbaient l'essence, vous avez entendu quelque chose et vous avez demandé ce que c'était. Elle a vu 2 de leurs camarades de classe courir vers eux en criant qu'un démon s'approchait. Elle dit à Chang qu'elle n'avait pas à réaliser qu'il y avait d'autres démons et qu'elle s'en occuperait cette fois-ci. Cependant, Chang lui conseille vivement d'attendre, car il ne s'agit pas d'un démon ordinaire. Ils virent tous 2 un grand démon poursuivre les 2 étudiants, et Chang fut rempli d'horreur en reconnaissant qu'il s'agissait d'un démon arboricole de classe D. Vous avez demandé à Chang pourquoi il y avait un démon de rang D dans un site d'essai de rang E. Mais il l'a invité à ne pas s'y attarder et lui a conseillé de ne pas s'approcher de ce type.
Cela la rendit timide, car c'était la première fois que Chang la touchait. Soudain, Tian Yu apparaît avec ses compagnons et proclame que seuls les lâches s'enfuient. Car un vrai chasseur doit affronter de front les démons, la vie et la mort. Puis, Tian Yu et son groupe ont fait un bond en avant pour affronter le démon de classe D. Vous avez demandé à Chang si Tian Yu avait perdu la tête. Tian Yu fit face au démon, déclarant qu'aujourd'hui il allait leur montrer ce que signifiait tuer un monstre de haut niveau, espérant vous impressionner et faire en sorte que Chang se sente surclassé. Les étudiants qui s'étaient cachés derrière un arbre se demandèrent si Tian Yu était vraiment fiable. Et l'un d'entre eux mentionna que Tian Yu semblait confiant, et qu'il pourrait donc avoir la force de vaincre le démon d'arboricole, voire même de provoquer un miracle. Tian Yu fonça sur le démon, se demandant quel était le problème avec les démons arbres. Il bondit pour tenter de perturber son corps, mais le démon bloqua sa lance avec sa main, s'est emparé de lui et a ri d'un air moqueur avant de le plaquer au sol. Ses deux compagnons paniquent, mais Tian Yu leur ordonne de l'aider. Cependant, avant qu'il ne puisse l'atteindre, le démon balança ses pieds. Tian Yu se dirigea d'un coup de pied vers ses deux compagnons, les envoyant tous les trois s'écraser sur le sol. Vous avez dit à Chang que Tian Yu avait la force d'un chasseur de rang E moyen, mais qu'il n'était pas assez fort pour affronter un démon arboricole. Chang a reconnu que l'écart de niveau était important. Tian Yu, frustré et meurtri, attire l'attention de Yu. Elle suggéra qu'il s'attaque au démon arbre, car il pourrait obtenir des matériaux précieux en le vainquant. Chang accepta, soulignant que les démons de rang D étaient des proies précieuses et qu'il ne fallait pas les abandonner facilement. Le démon arbre fut choqué de les remarquer, tandis que leurs camarades de classe n'arrivaient pas à croire que Chang et Yu avaient l'intention de l'affronter. L'un d'eux s'enfuit en criant qu'il devait retrouver son professeur et demander de l'aide. Les deux compagnons de Tian Yu tentent de l'entraîner, mais Tian Yu insiste pour qu'on le laisse partir, car il préfère affronter la mort plutôt que d'être protégé par Fang Chang et Lin Longyu. De son côté, Yu tenta d'utiliser sa puissance éolienne pour attaquer le démon arboricole, mais le démon se contenta de lui sourire d'un air taquin, sans aucun signe de blessure. Elle se rendit compte que son énergie éolienne ne pouvait même pas égratigner le corps durci et semblable à du bois du démon arbre. Chang comprit que le corps du démon arboricole était protégé par une couche de bois mort résistant, agissant comme une armure, et que le seul moyen de la percer était de trouver un point faible. Le démon arboricole leva ses deux mains et les abattit avec force sur le sol, provoquant l'éclatement de la terre. Chang réussit à esquiver l'attaque, mais il se rendit compte que sous sa forme humaine, il était impuissant face au démon arbre. De plus, avec la présence de Yu, il ne pouvait même pas se transformer en démon pour gagner en puissance. De son côté, Yu était tombée au sol, regardant le démon arbre qui le narguait. Elle reconnaissait que sa force était au moins de rang E, mais elle ne pouvait même pas blesser l'écorce du démon. Soudain, Chang saisit Yu et l'entraîne à l'écart, l'exhortant à ne pas perdre de temps et à partir la première. Le démon arboricole frappa à nouveau le sol de ses mains, créant une barrière de bois. Il l'a placée à l'extérieur de la barrière et lui a demandé de ne pas regarder en arrière, mais de lui faire confiance pour la suite. D'un air effaré, elle l'appelle par son nom. Mais une énorme barrière de bois enfermait Chang et le démon arboricole. Elle lui dit de s'accrocher et d'attendre qu'elle brise la prison de bois, car elle est déterminée à le sauver. De l'autre côté de la barrière, Chang fait face au démon arboricole qui grimace. Il comprit qu'il devait le vaincre avant que Yu ne puisse briser la prison de bois. Le démon arbre lança sa main pour le frapper, mais Chang a repris sa forme de tueuse de démons juste à temps, utilisant ses couteaux de bûcheron pour couper la main du démon des arbres. Le démon arboricole régénéra immédiatement sa main après l'attaque de Chang et la lança à nouveau sur lui. Chang se rendit compte qu'il possédait une puissante capacité de régénération. Il savait donc qu'il devait trouver un moyen de le vaincre rapidement pendant qu'il se rétablissait. Il fit face au démon choqué et le frappa à son tour. Mais il riposte furieusement en lançant sa main vers lui et en attaquant avec ses branches, les plaquant au sol. Chang réussit à éviter les arêtes tranchantes des branches en sautant à temps. Reconnaissant une faille dans les mouvements du démon, Chang vit l'occasion parfaite de contre-attaquer. Il utilisa son tentacule avec la capacité de lame et la compétence de fusion pour riposter. Ce mouvement choqua le démon arbre, mais Chang parvint à poignarder son corps avec son tentacule aiguisé. Puis il l'a retiré, ce qui a fait que le démon arboricole s'est lentement divisé en deux, en hurlant de douleur. Lorsque le démon arbre se brisa en morceaux, Chang sut que le combat était terminé, et une voix lui dit qu'il avait vaincu le démon arbre, gagne la compétence épine et une compétence supplémentaire de régénération accélérée. Chang remarqua l'essence du démon arboricole qui flottait et s'en approcha, sachant qu'il s'agissait du matériau idéal pour stimuler le potentiel, ce qui était parfait pour lui. Cependant, il entendit une forte explosion de son côté,
et vous lui avez dit avec anxiété de s'accrocher tandis qu'elle se précipitait à son secours. Elle fut surprise de le trouver seul et n'arrivait pas à croire qu'il avait tué le démon arboricole. Chang sourit maladroitement, ne sachant que dire. Il expliqua qu'il avait peut-être éveillé une capacité de renforcement du corps, car il se sentait bien plus fort qu'avant. Le démon arbre était devenu négligent, ce qui lui avait permis de le vaincre en quelques mouvements. Il a été stupéfait par sa croissance rapide, notant qu'il était un homme ordinaire sans aucun talent il y a quelques jours à peine, ce qui était incroyable. Chang minimisa sa nouvelle force, déclarant qu'elle n'était que de rang D, pas vraiment impressionnante. Il mentionna qu'il y avait encore des éveillés de rang A et de rang S dans le monde qui les surpassèrent de loin. Vous avez accepté et suggéré qu'il quitte la forêt. Plus tard, le tuteur a félicité le président de la classe, vous et Chang, pour le courage dont ils ont fait preuve en affrontant le démon arbre pendant le procès, et pour ne pas avoir reculé. Certains élèves se sont demandé si Chang méritait d'être félicité par l'instructeur, puisqu'il n'était qu'un simple spectateur, et ils ont estimé que c'était à vous que revenait la plus grande partie du mérite. Un élève s'est même interrogé sur l'utilité des félicitations verbales en l'absence de récompense. Tianyi était furieux contre Chang, car il pensait que c'était lui qui aurait dû tuer le démon arboricole. Soudain, un homme s'est approché du tuteur et lui a demandé si Feng Chang faisait partie de leur classe, car quelqu'un le cherchait. Chang se demandait qui pouvait bien le chercher, à part sa sœur, et il avait un mauvais pressentiment. Plus tard, l'homme informe Lone Wolf de la présence de Chang. Chang fut choqué de voir Loup Solitaire, le chef adjoint du département des chasseurs de démons, sachant qu'il était apparu à la télévision récemment. Il se demanda si des informations sur sa transformation en démon n'avaient pas été divulguées. Mais il décida de mettre ses inquiétudes de côté pour le moment, puisqu'il était sous sa forme humaine et qu'il devrait s'en sortir. Loup Solitaire lui demanda s'il était Feng Chang, ce à quoi il confirma son identité, et demanda pourquoi un chasseur de démons le recherchait. Lone Wolf lui a dit avec sérieux qu'il y avait eu un tuyau de la part du public. Il y a 4 jours, un adolescent avait sauvé une petite fille d'une lame démoniaque, et ils avaient non pu remonter jusqu'à lui comme étant celui qui avait sauvé l'enfant. Chang sourit maladroitement et mentionne qu'il s'agit d'une petite affaire et que la bravoure est une vertu traditionnelle dans leur pays. Cependant, Loup Solitaire cria, demandant si Cheng savait qu'après avoir sauvé la petite fille, un démon bleu avait tué la lame démoniaque, laissant Chang choqué et paniqué. Chang reconnaît calmement qu'il s'agit bien du démon bleu, connu sous le nom de Seigneur des démons, et qu'il l'a vu à la télévision. Il a expliqué qu'il connaissait les actions du Seigneur démon grâce aux informations diffusées dans les journaux télévisés. Pendant ce temps, vous vous cachez sur le côté, observant leur conversation et vous demandant comment Chang s'est retrouvé impliqué avec les membres du syndicat de chasseurs de démons. Loup Solitaire demande à Chang de raconter ce qui s'est passé et comment il a rencontré le Seigneur démon. Chang explique qu'il a rencontré le Seigneur des démons après avoir sauvé la jeune fille, et le Seigneur démon avait été grièvement blessé. Il avait assisté au combat du Seigneur démon contre la lame démoniaque, en se cachant dans l'ombre. Lorsque Loup Solitaire s'est enquis de l'endroit où se trouvait le Seigneur démon après avoir vaincu la lame démoniaque, Chang a indiqué que le Seigneur des démons avait quitté les lieux et disparu. Cependant, Lone Wolf l'a informé qu'ils avaient examiné de nombreuses caméras de sécurité, mais qu'ils n'avaient trouvé aucune trace du Seigneur des démons. Soudain, Loup Solitaire cria qu'il n'y avait qu'une seule explication. Le Seigneur démon n'avait pas quitté les lieux, mais avait fusionné avec Chang. Chang fut surpris par quelque chose, et une main squelettique massive s'approcha pour le saisir, révélant qu'il s'agissait d'une capacité d'invocation. La main squelettique avait une force immense, empêchant Chang de se libérer. Tu es sorti de sa cachette, appelant anxieusement le nom de Cheng. Cependant, Loup Solitaire invoqua une autre main squelette massive pour l'empêcher d'approcher, précisant que personne n'était autorisé à interférer avec les responsables du syndicat des chasseurs de démons. Vous êtes devenu furieux, reconnaissant l'écart de force important entre eux. Chang plaida auprès de Loup Solitaire, insistant sur le fait qu'il n'était pas le Seigneur des démons et lui demandant de le croire. Loup Solitaire répondit qu'avec tant d'indices montrant son lien avec le Seigneur des démons, il était difficile de ne pas douter de son identité. Il a suggéré que si Chang voulait vraiment prouver son innocence, il doit se soumettre docilement au test. Lone Wolf a commencé à toucher Chang pour le tester, ce qui a pris Chang par surprise. Il est parfaitement conscient que si le secret de sa transformation en démon est révélé, il risque d'être arrêté pour recherche sur l'homme. Chang se demande si c'est la fin pour lui. Pendant que Loup Solitaire effectue le test, Chang hurle de douleur, craignant le pire. Cependant, Lone Wolf a trouvé cela étrange et inattendu. Il n'y avait aucune trace d'énergie démoniaque dans le corps de Chang, seulement l'énergie d'un chasseur normal. Lone Wolf admet qu'il a mal évalué la situation cette fois-ci,
a désenvoûté l'énorme main de squelette et a déclaré Chang libre. Il s'est ensuite éloigné, vous laissant vous demander si Loup Solitaire allait simplement partir après les avoir intimidés. Chang lui a dit de laisser tomber. Avant de partir, Loup Solitaire dit à Chang qu'il se souviendra de lui et qu'ils se reverront. En réponse, Chang a crié qu'il espérait ne jamais revoir Loup Solitaire. Malgré l'épreuve, Chang est soulagé que Loup Solitaire n'ait pas découvert ses pouvoirs de tueur de démons. Vous lui avez demandé s'il allait bien, et il l'a rassuré en lui disant qu'il espérait que le syndicat des chasseurs de démons n'accuserait plus les gens à tort à l'avenir. Vous avez soupiré et dit qu'il y avait eu beaucoup de choses à craindre ce jour-là. Elle a ensuite demandé si vous vouliez sortir dîner, ce à quoi Chang a timidement répondu par l'affirmative. Il n'arrive pas à croire que vous l'ayez invité à dîner. Plus tard, à Dongju City, Chang et vous avez marché ensemble maladroitement. Chang lui jeta un coup d'œil et se rendit compte que tu étais très belle. Voyant un couple se tenir la main, vous vous êtes approché de Chang et lui avez pris la main, suggérant qu'il devrait aussi se tenir la main. Chang est choqué et timide, mais il lui sourit et lui demande s'ils ont un rendez-vous. Vous avez répondu timidement qu'elle devinait qu'il s'agissait d'une sorte de rendez-vous, et dans son esprit, elle se demandait pourquoi Chang devait être aussi direct. Alors qu'ils continuaient à marcher main dans la main, ils ont soudain rencontré une dame qui s'approchait d'eux. Et Chang a été choqué de voir Nan du syndicat des chasseurs. Lorsque vous avez demandé s'ils se connaissaient, Nan a demandé qui était avec Chang. Nan avait déjà vu Chang au syndicat des chasseurs et avait supposé qu'il était célibataire, prévoyant de dîner avec lui lorsqu'elle aurait du temps libre. Chang a informé Nan qu'il était avec vous, sa camarade de classe, et vous avez ajouté qu'ils étaient des amis d'enfance. En apprenant qu'ils étaient des amis d'enfance, Nan a réalisé que ses chances de se rapprocher de Chang étaient minces. Chang invite Nan à se joindre à eux pour le dîner si elle n'est pas occupée ce soir-là. Mais Nan refuse, disant qu'elle doit rentrer chez elle. Elle mentionne également que lorsque Chang aura du temps libre, il devra penser à rendre visite au vice-président Yu Tai, qui a toujours voulu lui apprendre à se battre. Chang accepte, dit qu'il la reverra plus tard et s'assure que Nan n'a rien compris. Après que Nan les a laissés seuls, vous avez fait remarquer qu'il semblait ne pas vouloir partir. Chang lui répond que rien ne presse et qu'ils doivent encore dîner, ce qui lui fait penser que tu es peut-être jalouse. Chang reprend la main de Yu et lui propose d'aller dans un restaurant de grillades tout proche. Vous avez mentionné qu'elle se sentait un peu fatiguée parce qu'elle avait dépensé beaucoup d'énergie au cours de la journée. Chang lui propose de la porter, ce qui fait rougir son visage de timidité. Quelques instants plus tard, elle lui demande avec humour pourquoi c'est si embarrassant et pourquoi il ne pouvait pas la laisser s'asseoir sur son épaule. Chang lui rappelle qu'il a dit qu'il la porterait, qu'il ne la laisserait pas monter sur son épaule. Elle a répondu que c'était pratiquement la même chose, et a demandé s'il ne la laissait pas toujours monter sur ses épaules lorsqu'ils étaient petits. Chang lui prit les mains pour l'équilibrer et sourit, réalisant que de nombreuses années s'étaient écoulées depuis ses jours d'enfance. Alors que Chang tenait la main de Yu et marchait avec elle, il ne pouvait s'empêcher de se remémorer le passé, lorsque vous aviez l'habitude de monter sur ses épaules. Cependant, un souvenir particulier lui revenait. La fois où il avait glissé sur une peau de banane et ils étaient tous deux tombés au sol. Yu avait pleuré parce qu'elle était blessée, mais Chang avait essayé de la réconforter en lui offrant du chocolat, lui assurant que cela ferait disparaître la douleur. Il se rappela combien elle était mignonne à l'époque et sourit à ce souvenir, réalisant à quel point elle avait grandi au fil des ans. Cependant, Yu devait lui rappeler de ralentir, car il marchait à vive allure. Plus tard, au restaurant de barbecue, Chang était rassasié et a fait l'éloge du délicieux barbecue du restaurant. Cependant, Yu resta silencieuse, sentant que Chang était préoccupé par son repas et ne lui parlait pas. Leur attention est attirée par un homme assis à une autre table qui discute avec son ami d'une découverte macabre. Ils ont mentionné qu'un corps de femme carbonisé avait été trouvé dans une rue voisine, pendu à un poteau. L'homme a exprimé à quel point l'incident était tragique et mystérieux, car il ne savait pas qui l'avait fait. Chang se confie à Yu, lui révélant que ses propres parents sont morts dans un incendie, et que le fait d'entendre parler d'incidents similaires le met mal à l'aise. Yu propose d'aller jeter un coup d'œil, et ils se lèvent tous les deux pour partir. Chang réalisant qu'il semble y avoir une vague d'agitation dans la ville. En arrivant sur les lieux, ils ont été choqués de voir le corps brûlé d'une femme suspendue à un poteau. Chang a noté que le meurtrier avait probablement brûlé le cadavre dans la rue pour choquer les gens et créer intentionnellement la panique. Yu, avec de la peur dans la voix, fit remarquer que le symbole sur le front du corps semblait être lié à l'église du diable. Chang lui demande ce qu'est l'église du diable, cherchant à en savoir plus sur cette mystérieuse organisation. Il lui a ensuite raconté qu'il avait déjà trouvé des informations sur l'église des démons sur Internet. Il s'agirait d'une organisation secrète formée par un groupe de démons.
Elle confirme qu'il a raison et que la mort de nombreux civils serait liée à l'église des démons. Elle a également mentionné que la plupart de leurs membres étaient des démons de haut niveau et qu'ils laissaient toujours un motif d'œil sur les lieux après chaque opération. Il se souvient que ses parents avaient été brûlés à mort dans la rue il y a des années. Aujourd'hui, il y a de nouveau des corps brûlés dans la rue, et il pense que ces deux indices sont liés, ce qui rend la vérité beaucoup plus claire. Soudain, quelqu'un apparaît derrière eux, un homme avec un symbole sur le front qui porte une valise. Il laisse tomber la valise sur le sol, ce qui le fait se retourner. La valise s'enflamme lentement, puis prend soudainement feu, choquant tout le monde. Il a crié à Yu de courir, et tout le monde s'est mis à courir pour se protéger de l'énorme incendie derrière eux. Malheureusement, quelques personnes n'ont pas couru à temps et sont mortes brûlées. Il remarque alors l'homme qui portait la valise avant de s'enfuir de la ruelle. Il s'est donc immédiatement mis à courir et a informé Yu qu'il allait poursuivre l'incendiaire. Il se lance à la poursuite de l'homme. L'homme s'est retourné et l'a remarqué, et il a saisi l'épaule de l'homme en lui demandant qui l'avait envoyé. Mais l'homme se contente de le regarder furieusement et de s'immoler en souriant. Il a sauté en arrière pour éviter d'être brûlé, et ne pouvait pas croire qu'il préférait se suicider plutôt que de se rendre. Il regarda l'homme en flammes, se demandant quelle sorte d'existence était l'église démoniaque, qui obligeait les pyromanes à sacrifier leur vie. Yu apparaît derrière lui et l'informe que l'homme n'est qu'une marionnette et que le vrai coupable doit se cacher ailleurs, ce qu'il accepte. Yu a également mentionné qu'il devrait y avoir plus d'une marionnette comme l'homme. D'autre part, un homme qui était en train de tout filmer avec enthousiasme a dit à son ami de ne pas paniquer et de prendre une courte vidéo pour la mettre en ligne. Son ami a fait remarquer en riant que tant de personnes avaient péri, comparant cela à l'odeur de la viande rôtie, ce qui a poussé leur ami à se demander comment ils pouvaient faire des remarques aussi insensibles. Soudain, les officiers ont crié aux hommes d'arrêter de regarder et de quitter la zone rapidement. Ils leur ont également recommandé d'être prudents, car le tueur pourrait revenir sur les lieux. Pendant ce temps, Chang dit à Yu qu'il est soulagé que l'équipe de secours soit arrivée. Il explique que le lendemain, il se rendra au syndicat des chasseurs pour trouver Yu Tai, car ce dernier devrait avoir des informations sur les incendies. Il lui demande ensuite de prendre un congé de l'école pour lui. Elle était d'accord, même si elle se demandait si Chang avait vraiment l'intention d'enquêter jusqu'au bout, étant donné que l'église des démons était une organisation puissante et terrifiante. Le lendemain, au syndicat des chasseurs de la ville de Dongju, deux hommes d'âme s'affrontent dans une salle d'entraînement. Tai complimente Chang, affirmant qu'il n'est pas mauvais. Chang esquive habilement l'un des coups de poing de Tai, et Tai, à son tour, a lancé ses autres poings, tout en conseillant à Chang d'être prudent lorsqu'il esquive le coup de poing gauche de l'ennemi, car il risque de frapper avec son droit. Tai a ensuite donné un coup de poing sur la poitrine de Chang, tout en lui rappelant qu'un soldat ne se lasse jamais de la tromperie. Un peu plus tard, Tai tend un soda à Chang et lui demande pourquoi il semble si distrait ce jour-là et si quelque chose le préoccupe. Chang répond qu'il y a eu un incendie criminel dans la ville la nuit précédente et demande si Tai est au courant. Tai a confirmé qu'il était au courant, ajoutant que la méthode utilisée pour l'incendie criminel désignait le démon de flamme qui avait mis le feu à la ville il y a 5 ans, comme le cerveau évident. Chang a été surpris par cette révélation et implora Tai avec ferveur de partager toutes les informations qu'il possédait sur le démon de flamme. Dans un accès de colère, Chang hurle que ses parents ont été tués par le démon de la flamme il y a 5 ans et jure qu'il n'aura de cesse de venger leur mort. Tai lui a dit que puisqu'il était si persévérant, il le lui dirait. Tai commença alors à lui raconter qu'il y a 5 ans, après avoir tué des gens lors d'un incendie criminel, le démon de flamme s'était enfui à l'étranger sous la couverture de l'église du diable. Au cours de ces 5 années, il avait causé plus de 10 incendies criminels, et sa force avait atteint la classe C. Aujourd'hui, après 5 ans, il est de retour et il est manifestement beaucoup plus rusé, de sorte qu'il sera difficile de l'attraper. Mais il s'éloigne tout en disant à Tai que peu importe où il se cache, il le trouvera et le coupera en morceaux. Pendant ce temps, il traquera le démon de flamme et s'entraînera seul pour devenir un chasseur de classe C. Tai lui dit qu'il est un bon garçon et qu'il a l'ambition de se venger tout en pensant que Chang est digne de son appréciation. Il a ensuite dit à Chang qu'il avait hâte de le voir devenir plus fort. Chang lui a répondu par un signe de la main et a dit à Tai d'attendre et de voir. Un peu plus tard, dans la maison des armes, la vendeuse l'a remercié pour sa clientèle. Il regarda les armes derrière lui, pensant que l'expérience allait être une bataille difficile. Il devait donc acheter des fournitures et des armes à l'avance pour se préparer. Il entend alors le journaliste annoncer à tout le monde que le rapport indique qu'il y a eu récemment de nombreux incendies dans cette ville, comme dans la 13e rue, au East Side Bar et au Center Hospital. En outre, 3 endroits ont été touchés par des incendies criminels, qui ont fait 270 victimes. Pour
Pour leur sécurité, ils devraient éviter de se rendre dans des lieux très fréquentés. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait plus d'un pyromane, mais les nouvelles n'aident pas, car les rues sont toujours pleines de gens et les incendies criminels vont certainement se poursuivre. Cependant, il a choisi de ne pas y penser parce que sa mission est d'abord de se rendre fort. Plus tard, dans une épicerie de quartier, sa sœur qui travaillait comme caissière lui a demandé ce qu'il faisait là. Et il a répondu qu'il allait s'entraîner pendant un moment et qu'il ne serait donc pas à la maison. Elle lui a dit qu'il devait veiller à sa sécurité car les attaques démoniaques étaient fréquentes ces derniers temps. Il lui a dit de prendre soin d'elle, car les démons ordinaires ne peuvent pas lui faire de mal, et lui a donné un nouveau téléphone portable en lui disant que c'était pour elle. Elle lui a répondu que c'était de l'argent gaspillé, mais il l'a salué d'un signe de la main en lui disant de le prendre et qu'il ne la dérangerait pas dans son travail. Elle l'a remercié et l'a regardé s'éloigner en pensant qu'il était beaucoup plus mature et extraverti qu'avant. Elle espère qu'il deviendra plus fort et qu'il atteindra bientôt son objectif. Plus tard, il est arrivé dans une ville abandonnée de la banlieue et s'est souvenu que selon les informations du syndicat des chasseurs, il y a de nombreux démons de classe D cachés dans la ville abandonnée et même de puissants démons de classe C par rapport aux ruines de la ville qu'il a fouillées la dernière fois. Cet endroit est bien plus difficile et c'est un véritable paradis pour les chasseurs. Il a ensuite senti qu'il y avait une odeur de sang dans le quartier, lui faisant croire qu'il a atteint la zone de chasse du démon. Un monstre est sorti et a sauté vers lui par derrière. Il a regardé en arrière, choqué, mais il l'a esquivé à temps. Puis il s'est éloigné du monstre en sautant. Mais une lame tranchante a volé vers lui, ce qui l'a choqué. Heureusement, il la bloqua avec sa longue épée, réalisant qu'il s'agissait du second démon. Il remarqua qu'il s'agissait d'une araignée faciale et d'un noctambule en même temps, mais il se dit qu'il avait de la chance. Un marcheur nocturne cria qu'il était une proie, puis lança à nouveau une lame tranchante dans sa direction. La lame se multiplia avant de s'approcher de lui, et il dévie facilement les lames avec son épée en vitesse. Il s'aperçut que ce n'était pas une illusion et qu'il s'agissait de fléchettes solides. Soudain, une araignée à visage découvert s'est jetée sur lui et s'est mise à l'attaquer, mais il a sauté à temps pour l'éviter. Soudain, un autre marcheur de la nuit apparut derrière lui, tenant d'énormes lames, ce qui le fit sursauter. Heureusement, il bloque l'attaque avec son épée à temps, mais son épée s'est brisée en deux, lui faisant comprendre qu'il ne voulait pas utiliser le pouvoir de la tueuse de démons. Mais les armes ordinaires sont trop fragiles. Il a donc activé sa griffe de tueur de démons pendant que les démons se moquaient de lui et leur disaient de goûter à ses épines. Il frappa le sol de sa main et des épines acérées sortirent du sol, se dirigeant vers les démons. Il les fixa avec sa transformation en demi-corps et sauta vers eux pour les attaquer. Un marcheur de la nuit a levé ses lames et les a lancées vers lui, lui disant de mourir. Mais il se contente de les attraper et de les relancer sur les démons, en demandant aux lames de les abattre. Les lames frappent le marcheur de nuit et l'araignée de face, mais il leur a crié de continuer et les a informés que sa folie meurtrière ne faisait que commencer. Puis il a relâché son tentacule de pieuvre et a attrapé les démons, en les balançant durement sur le sol. Les démons grognent furieusement contre lui, et l'araignée faciale libère un brouillard noir de sa bouche pour l'attaquer. Cependant, il pensait que ce n'était qu'une ruse, et que le brouillard lui permettait de se cacher et de contre-attaquer. Il a été recouvert par le brouillard noir, mais il a ri fort et en est sorti facilement. Il découpe le visage de l'araignée avec sa lame, le tranchant en 4 morceaux. Il atterrit alors devant la marcheuse de nuit choquée, et le noctambule s'est immédiatement enfui pour s'échapper. Il dirigea sa lance vers elle, pensant que pour venir à bout de l'ennemi, il devait tous les tuer. Et il lança la lance sur le marcheur de nuit, le touchant à la poitrine. Une voix lui dit qu'il a tué le marcheur de la nuit et qu'il a obtenu la compétence de fléchette. Il avait également tué l'araignée à facettes et obtenu la compétence de brume noire et l'amélioration de l'agilité. Il fut étonné de constater qu'il avait augmenté son attribut d'agilité, et il sentit que son corps était devenu très agile. Soudain, quelqu'un rit bruyamment derrière lui et lui dit que la menthe traque la cigale, ignorant l'oriole derrière, ce qui signifie poursuivre un gain étroit en négligeant un danger plus grand. Les hommes lui ont demandé s'il était le seigneur démon dont on parlait dans les journaux et lui ont dit de leur remettre sa proie. S'il s'exécutait, il serait libre de partir. Ils lui ont également conseillé d'être un bon garçon et de ne pas les forcer à agir. Il pensait que c'était le pire des scénarios, car son identité avait été découverte. Par sécurité, il n'avait qu'à se débarrasser de ces bandits. Il leur a dit que s'ils voulaient être la proie, ils devaient venir la chercher eux-mêmes pour voir de quoi ils étaient incapables. L'un des hommes a crié qu'il le faisait à la dure, mais le compagnon de l'homme a suggéré qu'il le tue pour réclamer la prime supplémentaire. Soudain, quelque chose est apparu et a crié qu'il avait détecté quelque chose. Un démon surgit, s'exclamant qu'il sentait l'odeur du massacre.
Le démon a sauté en l'air avec sa moto, ce qui a semé la panique parmi les bandits. Ils ont demandé quel genre de démon c'était et ont crié pour sortir de là. Avant qu'ils ne puissent s'enfuir, le démon les tailla en pièces sans effort. Les corps des bandits s'effondrèrent devant lui, et le démon riant remarqua ses incroyables pieds, indiquant qu'il avait tué sans effort 4 chasseurs de classe D d'un seul coup, ce qui signifiait qu'il n'était pas un démon ordinaire. Le démon s'adressa à lui, s'étonnant que l'arrogante tueuse de démons finisse par parasiter un adolescent humain. Interloqué, il demanda au démon qui il était et comment il connaissait le démon qui était en lui. Le démon repoussa l'interrogation, déclarant que son identité n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le tueur de démons qui était en lui et qu'il ne savait probablement pas à quel point il était puissant autrefois. Il informa le démon qu'en tant qu'hôte du tueur de démons, il ne connaissait pas son histoire. Le démon poursuivit en expliquant que dans la vie précédente de la tueuse de démons, il était le plus fort du monde des démons et était considéré comme invincible. De plus, si le tueur de démons n'avait pas été tué lors d'une attaque sournoise, il aurait connu des années de gloire. Il demanda au démon s'il était venu là pour s'emparer du pouvoir du tueur de démons, et le démon répondit que c'était bien son intention. Il a activé sa compétence, fléchette, tout en s'excusant auprès du démon, car il ne voulait pas renoncer à son pouvoir de tuer les démons. Le démon l'a taquiné en lui disant qu'il n'était que de classe D et lui a demandé comment il pouvait le protéger. Le démon a alors avancé sa moto vers lui, le narguant d'accepter son sort parce qu'il n'était pas digne d'avoir le pouvoir du tueur de démons. Il esquive rapidement l'attaque du démon, mais le démon l'attaqua à nouveau, lui faisant remarquer qu'il avait une bonne vitesse de réaction. Il bloqua l'attaque à l'aide de sa lame et contre-attaqua, ce qui fit bondir le démon. Il a activé sa détection d'ennemis de classe C pour compléter sa forme. Il écarta les pieds pour se stabiliser et lança une lame vers le démon, lui criant de s'arrêter là. Le démon bloqua facilement son attaque avec son épée et tourna dans les airs comme un ballon de basket sur son doigt, tout en riant et en se demandant s'il osait utiliser de tels accessoires acrobatiques au combat. Le démon lui renvoie alors la lame, déclarant avec colère qu'il se surestime. Il libéra son tentacule pour saisir la lame, il la souleva à nouveau en l'air et la lança sur le démon, l'assommant sous le choc. La lame frappa le visage du démon, et il a crié avec colère qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait réussi à le blesser. Le démon fonce vers lui sur sa moto, déclarant que la récréation est terminée. Elle apparut soudain devant lui, le prenant par surprise, et le frappa au corps avec son épée avant qu'il ne puisse réagir. Il baissa les yeux et vit une énorme entaille sur son corps, se demandant s'il s'agissait de la sensation de saignement dans le corps d'un démon. Soudain, une voix l'avertit que le niveau de danger de l'ennemi était trop élevé, et il libéra temporairement tout le potentiel de son corps.